Comme j'ai dit, donc on pourrait ajouter un commentaire de fin de ligne. Par exemple, je déclare une variable. Je ne sais pas, par exemple, je vais dire module MY, par exemple. Je fais de cette manière. Mais MY, si je ne fais pas un petit commentaire pour dire c'est quoi, et ben ça va rester inconnu ou bien un nom qui n'a pas de sens pour le lecteur. Et par contre, si je dis ici module de Young, par exemple, eh ben ça serait plus intéressant parce que je viens de dire ce que veut dire MY. Module de Young. Je viens d'apporter un petit commentaire à côté de la déclaration, ce qui va permettre de savoir pour le lecteur que veut dire MY. Et c'est un commentaire qui vient à la fin de la ligne. Donc j'ai besoin juste de mettre double barre et puis j'écris mon commentaire. Alors par contre, c'est lui, son commentaire classique, c'est de mettre un commentaire sur un paragraphe. Comme ça. C'est-à-dire un slash étoile, étoile slash, et là vous pouvez mettre tout un paragraphe commenté. Et alors quand est-ce qu'on utilise ce type de commentaire? On l'utilise notamment quand on veut commenter une fonction. Par exemple, on a fait une fonction, on a écrit une fonction. Ça, c'est le bloc de la fonction. Donc, il y a son nom, ses paramètres, ses accolades. Et je veux donc écrire tout un commentaire sur la fonction. Donc, souvent, on a besoin de plusieurs lignes. Et par suite, on le met juste avant la fonction par slash étoile, étoile slash. Et on pourrait écrire autant de lignes qu'on souhaite pour décrire la fonction. Et décrire une fonction, souvent on doit dire c'est quoi son nom. On doit dire f, que représente f, par exemple. Je vais dire calcul de puissance, par exemple. Et puis je pourrais dire quels sont ses paramètres d'entrée. C'est une deuxième ligne, paramètres d'entrée. Quel est le résultat produit par la fonction. Donc au moins j'ai besoin de 3 lignes pour dire c'est quoi son nom, que fait-elle. Pour faire ce travail, il a besoin de quoi? C'est les entrées. Et qu'est-ce qu'il doit produire en fin de compte en termes de résultats. Donc voilà, on a ces deux types de commentaires. On pourrait s'en servir en fonction du contexte ou du besoin. On pourrait donc soit utiliser le commentaire original de C avec slash étoile étoile slash, ou bien le commentaire qui est rajouté par C++ pour commenter une fin de ligne. Deuxième apport, c'était par rapport aux constantes. On pourrait maintenant désormais déclarer une constante, comme c'est ce que j'ai fait là, et s'en servir comme taille de mes vecteurs et de mes matrices. Donc je veux déclarer un vecteur, je pourrais donc se servir d'une constante déclarée par const, alors qu'en C on ne pouvait pas faire ça. Et l'intérêt, bien sûr, en C on devait passer par define. L'intérêt, c'est que vous déclarez une case mémoire dans laquelle vous mettez une constante. Vous la déclarez donc ayant une valeur fixe. Ça, c'est toujours nécessaire. Et puis, vous l'utilisez pour définir vos vecteurs et vos matrices. Alors, qu'est-ce qu'on a donc vu après? Donc, on a vu aussi un troisième apport sur les variables. Maintenant, au niveau de C++, on pourrait déclarer une variable n'importe où à l'intérieur d'un bloc. Alors qu'en C, on était condamné de mettre ou contraint de mettre les variables toujours au début du bloc. C'est-à-dire, dès que vous créez l'accolade ouvrante, si vous avez des variables à créer, il faut les créer juste après l'accolade ouvrante. Et même si, par exemple, une variable ne sera utilisée qu'à la fin, vous êtes censé on ne sera utilisée qu'à la fin, vous êtes censé donc la définir tout au début. Et ça n'optimise pas la durée de vie de la variable. Donc, par contre, ici, peut-être, comme ce que j'ai déjà expliqué ici en termes de temps, peut-être que mon bloc, il va durer, par exemple, je ne sais pas, par exemple 10 minutes. Et moi, je n'aurai besoin de ma variable z que pour les 20 dernières secondes. Pourquoi alors dois-je la déclarer au début? Parce que si je le fais au début, eh ben, ça va durer les 10 minutes. Or, elle, il n'est utilisé effectivement que pendant 20 secondes. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette possibilité qui me permet de créer une variable juste avant son premier usage. Juste avant que le premier usage apparaisse, eh ben, c'est là où je dois commencer à la déclarer.
Et ça va optimiser énormément la durée ou la maîtrise de la durée de vie des variables au sein d'un bloc et par conséquent au sein d'un programme. Ça, c'est donc le troisième apport. On a vu aussi d'autres apports. Donc, par rapport aux fonctions, nous avons donc la possibilité de surcharger des fonctions. La surcharge, ça veut dire écrire plusieurs fonctions qui aient le même nom, mais qui se différencient au niveau de leur signature. Il est donc strictement nécessaire pour le faire, pour nommer vos deux fonctions par la fonction add, à ce que les paramètres soient différents en nombre et en genre. Ou bien l'un des deux, c'est-à-dire soit en nombre et ou en genre. Vous pouvez avoir les mêmes types, mais pas le même nombre de paramètres. Ou bien des types, le même nombre, un nombre différent, mais des types identiques. En tout cas, soit vous différenciez au niveau des types, soit vous différenciez au niveau du nombre de paramètres. Donc, par exemple, ici, dans l'exemple que j'ai cité la dernière fois, j'ai deux fonctions d'addition. L'une, il additionne deux entiers, l'autre, il additionne deux vecteurs. Et donc, vous voyez, on a en nombre de paramètres, c'est deux pour chacune, deux paramètres, mais les types, ils sont complètement différents. Alors, c'est ce qu'on appelle les signatures. Juste une petite remarque que j'ai oublié de signaler la dernière fois, c'est qu'on ne fait jamais la distinction sur la base du type de retour. Par exemple, si je vais le faire sur une nouvelle page, je vais juste relancer. Voilà, comme ça j'aurai donc. Je vais changer cette couleur rouge. Alors, comme j'ai dit, donc, vous pouvez très bien avoir deux fonctions qui font l'addition. Par exemple, add. Ici, vous mettez un float et le retour, c'est un float. Et vous faites aussi une autre fonction qui s'appelle add. Et les paramètres sont de même type, même nombre. Attention, ici, on ne pourrait pas dire que les signatures y sont différentes, en comptant uniquement sur le fait que le type de retour des deux fonctions est différent. Ça ne compte pas. C'est-à-dire, si vous ne différenciez que sur le type de retour, ça ne marche pas. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce qu'on a le même nombre, le même type, respectivement, pour les deux fonctions. Et donc, même si les types de retour sont distincts, ça ne résout pas le problème. Donc, c'est-à-dire il faut faire attention là. Vous ne pouvez pas faire la surcharge en se basant uniquement sur les types de retour des fonctions. Il faut absolument qu'il y ait un changement là. D'accord? Bien sûr, ici, si par exemple j'appelle x et y, là aussi x, y, parce que vous allez me dire pourquoi, comment ça se fait qu'on a des réels et je retourne un entier. Je pourrais toujours le faire comme ça, en faisant donc un cast, en disant je vais sommer x et y, et je vais donc caster dans int, et avant de retourner, je mets return int x plus y. Ça veut dire que je fais la somme dans l'ensemble réel, float. Le résultat, je le casse dans int, je tronque donc pour ne prendre que la partie entière, et j'envoie donc le résultat de la fonction. Donc en fin de compte, si je veux dire c'est quoi le type du résultat de retour, c'est bien un int. Ici par contre, j'aurais à mettre uniquement return x plus y. Je ne fais pas de cast, pourquoi? Parce que je veux bien retourner le type de la somme qui est un float, et la fonction aussi, il doit retourner un float. Et donc ces deux fonctions, le compilateur il va pas les accepter. Il va vous signaler une erreur en disant vous avez le même nom, vous n'avez pas respecté les conditions de surcharge. Et donc on ne pourrait pas faire comme ça. Absolument, il faut absolument qu'il y a peut-être un paramètre de plus
ici pour distinguer les deux appels. Sinon, ça marche pas. Ou bien un type différent. Peut-être au moins un type qui est un paramètre qui est d'un autre type. Dans ce cas-là, ça marche. Ici, on accepte bien. Alors voilà donc pour le quatrième apport par rapport à la surcharge des fonctions. Si vous avez des questions, vous pouvez donc me les soumettre au fur et à mesure. Monsieur, oui. Pour le deuxième cas, on a dit qu'on ne peut pas faire int, add, float, c'est ça? Ça veut dire on ne peut pas dire que la valeur de sortie est un entier. Non, non, non. En fait, remarquez bien, remarquez bien. Juste pour, on a dit qu'en C++, on pourrait y faire des fonctions qui portent le même nom. Voilà, il y a des conditions à ça. C'est clair? Donc voici ma première fonction. Voici ma deuxième fonction. Et ces règles-là, ils nous disent quoi? Ils nous disent que si jamais on a ici la même forme, là et là, ça veut dire le même nombre de paramètres et le même type 2 à 2 respectivement, si on a la même chose ici, et bien la surcharge elle est foutue. Ça. On ne peut plus faire de surcharge. Même si, et c'est ça donc le plus que je veux apporter aujourd'hui, même si vous avez fait un petit effort en disant, moi j'ai mis ici un type 1 et ici un type 2. Ça veut dire on se moque de la différence des types. Le fait d'avoir juste à distinguer au niveau des types de retour ne compte pas pour faire la surcharge. S'il y a à distinguer, il faut distinguer là. C'est là où on doit avoir une différence pour que la surcharge passe. Vous avez compris un peu ce que je viens de dire? Oui, monsieur, merci. Voilà, donc ce que j'ai donné tout à l'heure, c'était juste un exemple. Ça veut dire, on pourrait bien être dans le cadre d'un vecteur ici, au lieu de float, vecteur, vecteur. D'accord? Ici aussi, vecteur, vecteur. Vous voyez, je veux absolument faire la même signature. Je ne veux pas distinguer. Pour dire, eh ben moi j'ai quand même distingué ou j'ai quand même une différence entre les deux fonctions qui résident au niveau de leur type. Ce n'est pas suffisant. Dès que vous avez ici le même liste de paramètres, ça y est, la surcharge n'est plus garantie. Et donc le compilateur, il va signaler une erreur à ce niveau-là. Donc si on veut récapituler pour dire c'est quoi la règle, il n'y a qu'une seule. Il faut absolument que ces listes de paramètres de chacune des fonctions, il faut qu'ils soient distincts. Soit au niveau du nombre de paramètres, par exemple ici on a 2 paramètres, ici on a 3, soit au niveau des types si on a le même nombre de paramètres. Si par exemple on a ici 2, il a 2, il suffit juste que j'ajoute ici, que je change vecteur par matrice, peut-être, et dans ce cas-là ça marche. Parce que j'ai quand même, j'ai pas la même liste de paramètres. Cela veut dire que quand j'aurai à appeler la deuxième fonction, il va falloir qu'en deuxième paramètre, que je lui donne une matrice, pas un vecteur. D'accord? Et c'est ça ce qui va donc résoudre l'appel. Si je fais un appel, par exemple, j'ai un vecteur U et un autre vecteur V, et j'ai une matrice M, je veux faire appel à la deuxième fonction, je vais mettre add, par exemple, le vecteur U et la matrice M. Ça, c'est sûr que c'est un appel à la deuxième. Pourquoi? Parce qu'en deuxième paramètre, j'ai donné une matrice. Alors que pour la première, en deuxième paramètre, on s'attend à un vecteur. Alors, par contre, si j'avais exprimé mon appel comme ça, U, V, dans ce cas-là, ça ne peut être qu'un appel à la première fonction, du fait que je lui ai donné 2 vecteurs. Et si par exemple je fais add U, M de 0, ça c'est un appel à quelle fonction? À votre avis? À la première ou bien à la deuxième? Pour répondre à cette question, il faut juste dire quel est le type des 2 paramètres. En première, vecteur. Pourquoi? Vecteur, un vecteur. Parce que M Alors que la deuxième, M c'est de un 0 matrice. est un vecteur. Exact. Oui.
On a déjà vu que une matrice, donc par exemple si je prends une matrice 3-3, qu'on représente les lignes juxtaposées. Donc on représente la première ligne, suivie de la deuxième ligne, suivie de la troisième ligne. D'accord? Et la première ligne, elle est notée, si la matrice s'appelle M, la première ligne, elle est notée M de 0. La deuxième ligne, elle est notée M de 1. Ainsi de suite. M de 2. Vous allez m'excuser une petite minute. Je veux voir quelqu'un qui m'appelle. Désolé. Alors ma petite fille, elle est en train de faire aussi un cours et quand il a un problème, il vient me chercher pour... Bon, alors je reprends. Nous avons dit en fait que M de 0, c'est une matrice, donc c'est un vecteur, pardon. M de 1, c'est un autre vecteur. Et le troisième vecteur, c'est M de 2. Et donc, le fait que j'ai appelé par M de 0, je viens de communiquer un vecteur. Je viens de communiquer le premier vecteur constituant la matrice, c'est-à-dire la première ligne de la matrice. Et donc, forcément, donc, cet appel va vers la première fonction. Alors, voilà donc concernant la surcharge. Alors, ça c'est juste des exemples de la surcharge donc qu'on a donné. Alors, autre chose, c'est qu'on pourrait bien faire des paramètres par défaut. Bon, ça c'est toujours des exemples sur la surcharge. Voilà, ici les paramètres par défaut. Les paramètres par défaut, ça veut dire qu'on pourrait bien faire une fonction qui compte un certain nombre de paramètres, mais dont quelques-uns qui sont placés à la fin de la liste, on a choisi, ou pour quelques-uns, pour quelques paramètres qu'ils doivent être toujours placés à la fin de la liste des paramètres, on a affecté une valeur par défaut. Comme c'est le cas ici, par exemple, je vais changer la couleur pour vous permettre de voir. Ici, donc vous voyez, en fait là, on a fait pour ce paramètre-là, on a fait une valeur, on a donné, c'est-à-dire celui qui a écrit la fonction, il a donné une valeur au paramètre n. Et cela va nous permettre de... Pourquoi au point n on a donné 0? Non, on a donné le point O. Ça, c'est pas 0, c'est le point O. D'accord? C'est le point O, celui-là. Sachant que le point O, il est déjà défini ici. D'accord? Donc, j'ai imposé une valeur par défaut au point n. Sachant que là, c'est une fonction qui calcule la distance entre deux points. Et si donc on fait appel uniquement avec un seul paramètre, c'est que je veux calculer la distance du point M à l'origine O. Si par contre je cite les deux points, et bien dans ce cas-là, je veux calculer la distance entre le point N et le point M. Ça marche? Donc ça c'est relativement facile donc, à comprendre. On a besoin éventuellement donc de mettre quelques paramètres à 0. Par exemple, j'ai à créer un point. Par exemple, je veux créer un point. Créer point. Ça, c'est une fonction. Je vais la faire ici pour travailler sur un écran propre. Alors, je veux donc, j'ai une classe, ou plutôt un type point. Le type point, il a été déclaré par struct. Je suppose un point dans le plan avec deux coordonnées x et y. Ça, c'est la déclaration d'un nouveau type.
D'accord? Alors, je veux créer maintenant une fonction qui s'appelle créer un point. Dans le plan, bien sûr. Il me faut alors les coordonnées. Donc, par exemple, je dois dire à l'utilisateur pour quel X et pour quel Y vous voulez créer ce point-là. Et puis la fonction, il faut qu'il retourne un point. Puisque c'est elle qui va créer le point. L'idée donc c'est de déclarer un point local que j'appellerai P et puis d'initialiser sans X. Vous savez très bien que quand on a une variable de type structuré, pour accéder au champ, on met cette notation, donc P.X reçoit X. Ne confondez donc pas entre ce X et ce X. Ça, c'est une variable simple, X. L'autre paramètre aussi, c'est une variable simple. Par contre, P est une variable composée de deux champs. Un champ qui s'appelle X et un autre champ qui s'appelle Y. Le bloc en entier s'appelle P. Et donc, si je veux accéder à ce champ-là, il faut que j'écrive P point. Pour accéder à un champ d'un bloc, la syntaxe, c'est P point. Point X, P point Y. Alors que pour accéder à celui-là, c'est X tout court. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Je mets aussi P point Y reçoit Y. Et je retourne. Je mets return P. C'est là où je dois mettre la colette fermante. Juste un petit peu en bas. Donc ça, c'est ma fonction. Mais par exemple, dans la majorité des cas, quand je veux créer des points, il se peut que je crée des points sur l'axe, par exemple, sur l'axe des X. Sur l'axe des X, ça veut dire que Y, il a toujours la valeur 0. Ou bien que je crée des points sur Y, sur l'axe Y. Donc je pourrais surcharger, du fait qu'on a la possibilité de surcharge, je pourrais surcharger en disant je veux créer un point, je veux faire une autre fonction, créer point. En fait, avant de parler de la surcharge, je pourrais uniquement imposer des valeurs en mettant int x égale 0, int y. Est-ce que je pourrais faire comme ça? À votre avis, est-ce que je pourrais accepter cette écriture? Non. Pourquoi? Pour quelle raison? La valeur par défaut doit être placée à la à la fin. fin. Exact. Très bien, merci beaucoup. Donc pour ça, pour cette remarque, vous savez très bien que si je le fais comme ça, et bien, quand je vais appeler, je pourrais omettre le paramètre par défaut. C'est ça l'idée d'un paramètre par défaut. C'est que lors de l'appel, si je veux créer un point, je suis en train d'appeler maintenant, je pourrais donc ne pas donner de valeur au premier. Et donc si je mets par exemple 10, en voulant omettre x, ben 10, il est placé pour le premier paramètre. Donc ça, c'est un appel qui ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné de valeur au deuxième paramètre. Donc même si le premier a déjà pris une valeur par défaut, donc ce genre d'appel ne peut jamais passer. C'est ce qui fait qu'il faut donc le mettre à la fin. Mais sinon, il faut les prendre tous les deux par défaut. Maintenant, ça marche. Si je prends les deux par défaut, donc l'appel que je suis en train de mettre maintenant, il va passer. Et 10, il va être communiqué à x. Et donc y, puisqu'il n'a pas reçu de valeur, il va prendre la valeur 0. Donc je suis en train de créer ici le point 10, 10, 0. Si je veux créer le point origine, je dois faire l'appel comme ça, donc en mettant créer, point, et je ne mets pas de paramètre, carrément. 0 argument. D'accord? Et de ce fait, donc je suis en train de créer le point 0, 0. C'est clair? Alors, ça, c'est donc les règles qu'il faut respecter si vous voulez donc travailler avec des paramètres par défaut. Alors, il y a une autre possibilité, au lieu de faire de cette manière en écrivant deux fois, parce que le corps ici, si je veux définir le corps de cette fonction, ça va être p.x. Donc, il faut que je crée un point déjà, en mettant
point P. Ensuite, je vais mettre P.x reçoit X. P.y reçoit Y. Attention, il ne faut pas mettre reçoit 0. Il ne faut pas mettre reçoit 0 parce qu'ici on a 0. Non. Il faut mettre Y. Parce que 0, c'est uniquement si jamais l'utilisateur choisit de ne pas mentionner le paramètre. Mais sinon, X, il vient avec une valeur qui peut bien être différente de 0. Donc, il faut ici écrire de cette manière. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Si ce n'est que les valeurs par défaut qu'on vient d'imposer. Et ce qui va permettre aux appelants, aux programmeurs qui vont faire appel à cette fonction, de ne pas mentionner, s'ils le souhaitent, les valeurs des paramètres lorsqu'ils ont déjà des valeurs par défaut. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est de faire une double écriture en utilisant juste la surcharge. Alors, regardez, je vais faire comme ça, par exemple, je veux créer un point, je vais mettre créer point, de cette manière. Ça, c'est le premier bloc, la première écriture. Donc, 0 paramètre. On a mis 0 paramètre. Alors, je donne une deuxième en mettant ici point créer point int x, un seul paramètre. L'accolade ouvrante, l'accolade fermante. Et puis, en troisième situation, je vais mettre encore point créer point. Cette fois-ci, je mets deux paramètres, int x, int y, accolade ouvrante, accolade fermante. Deux paramètres. Donc, j'ai trois cas de figure. Une fonction avec 0 paramètre, avec un seul paramètre, un paramètre seulement, paramètre, et puis ici deux paramètres. Est-ce que ici j'ai respecté les conditions de la surcharge? Donc, regardez, les trois fonctions, ils ont le même nom. Oui, la réponse est oui. D'accord? Ici, on a 0 paramètre, donc juste au niveau des nombres, ici 0 paramètre, ici 1 paramètre, ici 2 paramètres. Donc, ça marche. La compilation pour ces trois fonctions, il passe sans problème. Alors maintenant, puisque ici, la fonction, il doit créer un point P, qu'il doit retourner vers la fin, retourner P. Il faut alors qu'il valorise ses coordonnées. Ben, ici, on n'a rien reçu. Donc, forcément, on va les valoriser par les valeurs par défaut. On va mettre .p.x, p.x égale p.y. On est capable de faire comme ça, donc, en enchaînant les affectations, parce que je vais affecter la même valeur pour les deux. Ça, c'est un 0. D'accord? Je vais affecter 0 à y et à x, et puis je retourne p. Donc, vous voyez là, il apparaît ce qu'on a mis au niveau des valeurs par défaut. Ici, on a reçu le x, donc l'écriture, il ne va pas changer beaucoup. On va mettre .p, et je vais mettre donc p.x reçoit x. Par contre, comme je n'ai pas le y, eh ben je suis obligé de lui donner une valeur par défaut. Souvent, on prend 0, comme d'ailleurs ici. Et puis ici, on a reçu les deux. Donc, on n'a pas de valeur par défaut ici. Je vais créer donc mon point en mettant dans son x le x que j'ai reçu, le paramètre, la valeur du paramètre x, et dans le y, je mets la valeur du paramètre y. Avant de retourner, bien sûr, retourner p. J'ai écrit, c'est vrai, j'ai écrit en trois écritures et qui sont bien valables en se basant uniquement sur la surcharge. Bien sûr, ces trois-là peuvent être résumés et c'est là où vous voyez l'intérêt des valeurs par défaut. Ces trois écritures, toutes ces trois écritures, peuvent être résumées en une seule. Je vais donc changer de couleur pour y écrire. Je pourrais le mettre avec cette couleur en mettant une seule écriture. Au lieu de ces trois-là, je vais donc mettre ce que j'avais déjà noté dans la diapositive précédente. Point, créer, point,
int x égale 0. Vous voyez que chaque fois que j'ai pas x, je lui donne la valeur 0. D'accord? Int, je suis toujours dans les paramètres, égale 0. Je ferme la parenthèse, accolade ouvrante, accolade fermante, et je mets quoi? P.x reçoit x, P.y, .y reçoit y, point virgule, et puis je retourne P. Voilà. Vous voyez donc ce que j'ai écrit en vert factorise tout ce que j'ai écrit en noir. Grâce justement au fait que j'ai utilisé les paramètres par défaut. Donc je pourrais très bien, des fois, compacter les écritures de cette manière. C'est ça l'idée. Donc les deux sont valables. Vous pouvez écrire les écritures noires, comme vous pouvez les remplacer par uniquement les trois par l'écriture verte. Ça marche pour ce point-là, pour le problème des paramètres par défaut? Oui, monsieur. D'accord, donc on va avancer donc, pour aller vers les autres paramètres, les autres Monsieur, rapports. Oui, oui, allez-y. pour la fonction qui est écrite en vert, Oui. Si on donne des valeurs à x, à y, ça va donner un autre point. Oui, oui, bien L'écrit- sûr. Ça veut dire que la fonction verte, il vous donne trois façons d'appeler. Si vous voulez appeler, vous pouvez créer donc un point, par exemple m, en mettant créer, en faisant appel à la fonction créer point, sans rien lui donner. Donc ça crée quoi celui-là? Ça crée un point à l'origine. Le point m, il va être ici. C'est ça le point m, à l'origine. D'accord? Parce qu'on lui a rien donné, et regardez, quand on lui donne rien, on prend 0, 0. Alors je pourrais donc faire appel pour créer un point n égale créer point, et je lui donne uniquement une seule valeur. Par exemple, disons 10. Had le 10. Il va être pris à quel niveau? Au niveau de x ou bien de y? De y. Là, à l'âge de y. Le y, il est en deuxième lieu. Regarde, le y, c'est le deuxième paramètre. Moi, j'ai imposé une valeur. J'ai imposé une valeur. Donc, ça doit être laquelle? Ça ne peut être que pour le premier. Et j'ai omis une deuxième. Parce que le moyen de donner deux valeurs, comment vous faites? Il faut donner la première, ensuite virgule, et vous donner la deuxième. Alors, dans cette écriture, j'ai donné que la première. La première, donc, il va vers le premier argument. Ça veut dire il va vers x. Donc ça va créer un point avec les coordonnées 10, 0. J'ai omis le deuxième paramètre. D'accord? Quand vous donnez un seul paramètre, ça ne peut être que pour x. Que pour le premier. Et donc j'ai créé un point à quel niveau? Ici, sur l'axe des x. Le point n, il sera là. D'accord? À une distance de 10 par rapport à l'origine, sur l'axe. C'est clair? Alors si je crée un troisième point, un point, je l'appelle P par exemple, et je vais mettre créer, cette fois-ci je vais donner les deux. C'est les trois formes d'appel que je peux faire. Soit 0 paramètre, soit un seul paramètre, soit deux paramètres. Par exemple, je vais dire 10, 5. Et bien 10, il va aller vers x, et 5, il va aller vers y. Donc forcément, je vais créer un point sur cet axe vertical. D'accord? Ça va être ici. C'est ça le point. Ici, c'est 5. Et ça serait le point P. Le point P, donc, il a l'abscisse 10. Et là, l'ordonnée 5. Je viens de créer trois points avec ces trois appels à la même fonction, bien sûr, créer point. Ça marche? Donc, si j'ai à déclarer ces points, comment dois-je les déclarer? M, N et P. Je dois écrire point, ce type-là. Le type que j'ai fait ici, celui-là. Je dois donc écrire ici, point, le type d'abord. Ensuite, je cite les points, les variables M, N et P, avant de mettre un point virgule.
Donc l'écriture, ça va être comme ça. Si je veux donc créer 3 points en se servant de ma fonction créer point, il faut d'abord que je les déclare, ensuite que j'appelle ma fonction pour qu'il me prépare les différents points, ou qu'il fasse pour moi la création des points. Voilà donc concernant cet apport relativement aux fonctions avec des paramètres par défaut. Nous avons un autre apport, c'est le 6e que j'ai donné ici, c'est par rapport aux entrées-sorties. Nous avons maintenant la possibilité pour faire une lecture d'une donnée, d'utiliser l'objet CIN avec l'opérateur d'extraction chevron supérieur. D'accord? Supérieur pour la lecture, inférieur pour l'écriture. Donc, CIN est un objet prédéfini. Et pour pouvoir l'utiliser, il faut que j'inclue IOStream. Alors, donc, comme j'ai dit, CIN est un objet. Les chevrons est un opérateur. C'est ce qu'on appelle un opérateur d'extraction. Il permet d'extraire à partir d'un flux. Et X est une variable. Je vais le faire ici, donc juste pour rappeler cette notion. Donc,